quoi tu penses en ce moment? Tu penses à la façon dont tu aimerais me tuer? Mais pour ça, il faudrait que tu sois plus malin que moi. Mais rien, ni personne n'est plus intelligent que Crâne. Désolé, t'ai-je envoyé du mucus de tentacules dans les yeux, Shredder? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Let's do it for Sensei. Okay, we're going. Everybody calm down. Look how calm I am. Bienvenue à New York dans les laboratoires de TCRI. Aujourd'hui, on parle des Tortues Ninja, la sortie de l'ombre, sortie en 2016 et réalisée par Dave Green, avec Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry, Laura Linney, Stephen Amell, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Pozelt, Alan Richton, Seamus O'Shea, Gary Anthony Williams et Brian T. Je suis Mathieu, et tout à la fois, je suis le chef, je suis les muscles, je suis le cerveau, et je suis amateur de pizza. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Teenage Mutant Ninja Turtles. On est finalement au dernier épisode que je me sens quasiment mélancolique d'arriver à la toute fin. Ça a été comme un genre de 4-5 semaines là, pour de tout m'embarquer là, dans cet univers-là. Puis là, on arrive à la fin. Est-ce qu'on va en parler là, de qu'est-ce que ça fait là? Éventuellement, il va y avoir un nouveau film, il va y avoir quelque chose d'autre là, dans un an ou deux. Last Run-In, quelque chose de même, là, mais en tout cas, on va parler de ça un peu plus tard vers la fin de l'épisode. Mais sinon, c'est ça, on embarque là, dans le dernier film live action aujourd'hui qui a été produit toujours là, par Platinum Dunes, dans le fond, là, le studio là, de Michael Bay. Suite au dernier film, qu'il avait fait de l'argent, mais les critiques étaient pas vraiment au point. Là. Dans le fond, sans l'avoir vénéré là, la semaine passée, le film de 2014, dans le temps, là, il était comme un peu mal reçu pareil. Là, mais il a fait vraiment beaucoup d'argent. Il a fait genre un demi-milliard. Fait que, c'est quand même beaucoup d'argent. Pareil, fait que, ça a pris 2 jours, puis on a tout de suite annoncé là, la suite. Mais, on a pris en compte quand même là, les critiques. C'est vraiment pas différent du film là, de 90 vers le film de 91. Aujourd'hui, on va parler de ça, beaucoup là, de réadapter là, tout cet univers-là. Sans scraper ce qu'on a fait là, dans le dernier film, mais on va changer le ton, on va changer beaucoup d'affaires. Là, beaucoup d'affaires qui ont été faites là, dans le deuxième film là, en 1991. Tout ça juste pour, dans le fond, pour plaire plus aux fans ou vraiment réactionnaires au film de 2014 qui avait frappé beaucoup là, à l'époque. Là, en tant que tel, là, il y avait beaucoup de critiques sur les tortues, il y avait beaucoup de critiques sur le ton, il y avait beaucoup de critiques sur beaucoup d'affaires, puis on va corriger ça aujourd'hui. Le réalisateur Dave Green, qui a fait un film en 2014, là, Echo, qui, j'ai vraiment pas vu ce film-là. Là. À part de ça, il a fait beaucoup là, de films, des vidéoclips, un peu là, de télé aussi là-dedans. Mais tu sais, il avait travaillé là, comme caméraman ou en tout cas, il était plus là, dans ce côté-là. Puis finalement, il a accédé peut-être à un plus grand poste. Mais pour dire honnêtement, je pense que c'est un peu là, comme le réalisateur là, de la semaine passée. C'est plus un réalisateur qui est là pour apporter une vision.
sans être une poupée pour Michael Bay, parce que dans le fond, là, l'empreinte de Michael Bay ne sera pas tant que ça là, aujourd'hui, là, contrairement à la semaine passée. Je pense que je vais nommer, je ne nommerai pas bien Michael Bay aujourd'hui, puis peut-être que c'est la seule fois que je vais le nommer, dans le fond. Mais c'est ça, fait que tu sais, on a besoin de quelqu'un pour apporter une vision, mais c'est clair que la vision est probablement plus collaborative que plus la vision là, d'une personne aujourd'hui. Là. Sans enlever le travail là, de M. Green, mais ça va être vraiment là, tout peut-être même il y a Brad Fuller qui s'occupe, qui est producteur aussi. Il y a beaucoup plus de monde en arrière là, qui ont de l'air à embarquer plus sur la vision puis apporter là, beaucoup là, de tout le lore qu'on a eu là, de les tortues là, jusqu'au moment là, dans 2014 ou en 2016 plutôt. Là. Alors, voici le synopsis du film. Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d'un savant fou, Baxter Stockman, et des deux hommes de main aussi bêtes que costauds, Bebop et Rocksteady. Leur objectif, lancer un plan diabolique pour régner sur le monde entier, alors que les tortues ou les Ninja Turtles s'apprêtent à défier Shredder et son nouveau gang. Ils doivent rapidement faire face à une nouvelle menace tout aussi grande, le célèbre Krang. Fait que, bon, on redéfinit pas toute l'histoire là, des tortues rendues où est-ce qu'on est rendu, mais comme j'ai dit tantôt, le film, là, c'est une réponse au film là, de 2014. On essaie de beaucoup ramener là, l'atmosphère là, de 1987. On apporte beaucoup d'éléments de du cartoon. Sauf qu'en même temps, on va apporter quelques petits éléments aussi là, qu'on a eu là, tout au travers là, des époques, là, de tout ce que j'ai parlé, dans le fond, là, ces 5 dernières semaines, avec des personnages là, comme Korai, puis plusieurs clins d'œil, même avec les BD originaux de 1984, il va y avoir beaucoup là, de tous des clins d'œil partout. On essaie de tout faire une célébration, dans le fond, des tortues. En fait, thématique, c'est... contrairement aux derniers films, les derniers films, on va apporter quand même un peu, là, ça va être résolu assez rapidement, mais on va quand même apporter là, une idée un peu là, d'acceptation de soi. C'est peut-être quasiment le film de tortue avec un genre de profond message là, rendu là, où ce qu'on va travailler avec les tortues, puis essayer là, d'arriver avec leur côté là, d'accepter là, qu'ils sont... si je parle du live action, là, on a plus des fois là, des affaires qui ont été approfondies là, dans les versions là, animées, mais dans ce côté-là là, de l'acceptation, là, qui acceptent, là, dans le fond, qui sont des tortues et autre chose. En tout cas, chose qu'on va débattre un peu plus tard, mais est-ce que c'est ça, ils ont d'avoir le libre choix, dans le fond, et de non que ça soit forcé. Là. Alors, le film ouvre avec les logos, on peut remarquer là, le logo de la Paramount, ce qui était aussi quand même un habituel là, avec Transformers, où on avait comme un peu une adaptation avec des sons de Transformers. Là, on l'a adapté avec les Tortues Ninja, puis des étoiles de ninja. Le film ouvre à New York, on voit avec des plans de New York, puis on est vite réintroduit là, aux tortues. Ce que je vais remarquer pas mal tout de suite en partant, c'est que la musique a changé. Peut-être pour vous, vous voyez pas la différence, mais ça va être vraiment ironique, parce que je savais pas où on s'en allait avec la musique là, dans le film d'aujourd'hui. Je pensais que Brian Tyler allait revenir, mais non, on l'a remplacé par Steve Jablonsky, qui lui fait la musique là, pour les Transformers, que la semaine passée, je parlais que Steve Jablonsky, que le travail là, de Brian Tyler me faisait beaucoup penser à celle-là de Steve
Jablonski. Mais Jablonski va faire quelque chose qui n'est pas dans son habituel là, pour Transformers, ironiquement. Il va réécrire un peu les thèmes, tout ça. Honnêtement, la musique aujourd'hui, là, on va avoir fait plus une trame sonore de compilation de chansons un peu de toutes les époques. Il va y avoir du Elvis, il va y avoir toutes sortes d'affaires là, qui vont jouer. Là. Il va y avoir même un clin d'œil à Vanilla Ice quelque part. Beaucoup de musique un peu de toutes les époques. Mais pour ce qui est de la musique là, de Jablonski, ben, est très fonctionnelle, comme que la musique là, de Brian Tyler était fonctionnelle aussi. C'est juste qu'il avait donné une identité pour cette version-là. Ce qu'on aurait écrit pour essayer de se distancier un peu de la version de 2014, ben je pense pas que c'est la musique qui va faire qu'on pensera pas à la musique là, des Tortues rendues là de 2014. Je pense que on va ramener là, souvent un peu le thème de 87. Fait que c'est la musique que Jablonski a. Peut-être une question là, de droit d'auteur, c'est plus c'est mieux pour lui, dans le fond, là, de réécrire des nouveaux thèmes. Mais tu sais, à quelque part, je suis quand même sur le côté là, qu'on doit respecter qu'est-ce qu'on a fait là, dans cet univers-là, puis pas ramener là, les thèmes qu'on a écrits là, pour le dernier film. Ben, tu sais, je trouve ça un petit peu plate, comme que Jablonski, ben, c'est ce qui est écrit comme thème pour Transformers. J'espère d'un côté que c'est respecté quand un autre auteur prend l'univers côté musical. Ben, c'est ce qu'il avait fait, je pense, là, dans Rise of the Beast. On a ramené quand même là, les thèmes établis là, par Jablonski. Fait que, tu sais, je trouve juste ça plate à quelque part, mais tu sais, ça se fait depuis la nuit des temps. Là, à quelque part, un nouveau compositeur arrive, puis dans le fond, il va scraper là, tout ce qui a été établi là, dans les films précédents, puis c'est ça. Mais tu sais, j'aurais juste aimé une continuité là, pour cet univers-là. Là, vous vous dites, bon, ben, je me rappelle pas vraiment du thème, là. Ben, c'est, dans le fond, là, c'est ce que je vous ai mis là, comme extrait quand je fais la conclusion. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a à la fin là, du podcast? Ben, c'est le thème là, de 2014. Puis pas de ramener ça, ben c'est ça. Je trouve que c'est juste dommage un petit peu. Mais tu sais, ça change pas vraiment mon expérience. Parce qu'en bout de ligne, ça reste quand même dans le même ton pour la générale. Là. C'est juste que la chanson thème, ben tu sais, elle est pas pareille, tout simplement. Fait que... les Tortues, encore une fois, pas mal toutes réinterprétées là, par les mêmes acteurs que la dernière fois. On va se concentrer plus sur les personnages quand même dans le film aujourd'hui pour qu'il y ait plus de personnalité, qu'ils ont plus de choses à faire. On les a introduits là, au dernier film, mais en même temps, ils faisaient comme partie d'un tout. Aujourd'hui, ben, on va tout de suite là, s'attaquer tout de suite au côté là, de l'équipe, où qu'au début ils veulent dire en formation tortue, mais évidemment ben, ils vont se planter puis ils vont appeler ça une formation écureuil pour se rendre là, à un match de basketball. Puis tu sais, on va tout de suite nous placer là, l'idée de nous réintroduire. Ce matin, c'est notre premier film de tortue. Faut remarquer aussi que le film s'appelle pas Tortue Ninja 2. La sortie là, de l'ombre, c'est juste les Tortues Ninja, la sortie de l'ombre. Fait que c'est une manière un peu aussi là, d'arriver, puis ça peut, qui est pas vraiment rattaché au film de 2014. C'est comme un nouveau film. Mais ça l'aide à savoir un peu ce qui s'est passé au premier film. C'est ultimement vraiment une suite du premier film avec ce qu'on va parler là, dans quelques minutes là, de la scène là, pour faire évader là, le Shredder. Puis, tout ce qui se passe avec les personnages, c'est vraiment la suite là, du dernier film. Mais, pour quelqu'un qui vient de rentrer, ben, qui est pas trop sûr, ben, on nous réintroduit là, rapidement là, aux 4 tortues. En un mot, pour Leonardo, le chef, Raphaël, les muscles, Donatello, le cerveau, et Michelangelo, là, le mangeur de pizza. Fait que, c'est tout un mot, mais ça décrit vraiment assez rapide, là, qu'est-ce que... ça nous remet là, dans le contexte là, des tortues. Puis, c'est quelque chose qu'on va élaborer quand même pendant tout le film.
quand on va regarder leurs repères un peu plus loin dans le film, c'est là que je vais quand même trouver ça le fun, qu'on les voit comme un peu dans leur vie normale d'un côté. Qu'est-ce qu'ils font? Raphaël qui est en train de faire des poids, tu sais, des affaires de même. Michelangelo qui est en train de faire juste en train de faire du skate. Tu sais, c'est des affaires là, que je trouve ça le fun de les voir. Leonardo qui se prend très au sérieux en train de pratiquer. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même. Et comme toute la grosse salle de Donatello où il y a plein d'écrans. En tout cas, on va voir ça plus tard dans le film, mais pour parler d'eux autres, sinon que c'est les mêmes acteurs qui reprennent leur rôle. Alan Ritchson qui fait Raphaël, dans le fond, lui, c'est le seul que j'ai là-dedans, là, qui il était pas vraiment là, chaud à l'idée de revenir puis qui est revenu contractuellement. Là. Mais bon, ça va être vraiment un côté. Alan Ritchson, c'est sûr que lui, il a commencé à être populaire un peu. Là, il est pas juste un acteur là, en tant que de CGI, dans le fond, là, aujourd'hui, c'est Reacher, c'est une couple d'affaires, mais il avait déjà aussi été acteur avant, puis sans CGI, dans Smallville, dans plusieurs affaires. Mais bon, fait que c'est le fun de savoir pareil que c'est le même monde en arrière, mais en bout de ligne ça change pas grand chose parce qu'ils sont tous recouverts de CGI, mais quand même c'est le fun de savoir que en général on ramène quand même tout pas mal le même monde. Puis c'est ça, fait qu'eux autres, puis dans le fond, là, avec la réintroduction, où ce qui est dans le fond, ils jouent genre au ballon chasseur avec une pizza, c'est quand même juste une drôle idée pareil, mais tu sais que la pizza est jamais assez brassée là, pour se ramasser dans le couvert puis tomber, des affaires de même, là, c'est comme impossible, mais c'est une belle manière là, de tout réintroduire là, pour le temps qu'ils se rendent là, à la partie de basketball. Là-dedans, il y a quelqu'un là, qui a amené la pizza. Là, dans le fond, là, c'est Kevin Eastman, là, un des écrivains originaux là, qui fait un caméo. C'est quand même le fun là, qu'on a trouvé une manière là, de l'embarquer. Dans ce temps-là, dans le fond, là, Peter Laird, lui qui a vendu là, ses droits, là, je pense que c'est en 2009, là, où que, finalement ça a été acheté là, par Nicolas Dehaene. C'est vraiment ironique parce que dans le fond, le Eastman, dans le fond, il n'y avait plus rien à voir avec les tortues là, dans les années 2000. Puis finalement, là, tous les rôles sont inversés. Dans le fond, c'est Laird là, qui a comme plus rien à voir avec les tortues. Même s'il a été invité une couple de fois, là, il est comme débarqué totalement. Là. Peut-être un peu dernièrement, là, c'est une possibilité, là, mais en tout cas, au moins dans la décennie là, des 2010. Fait que c'est ça, on a un match là, de basketball, puis on est réintroduit au personnage là, de Vern, qui s'est fait appeler maintenant là, Vern de Falcon Fenwick. Qui c'est lui qui a ramassé tous les crédits là, du film qu'on s'est débarrassé là, de Shredder là, dans le dernier film. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un côté là, de le rapporter, ce personnage-là. Puis, c'est beau, ça fait peut-être du sens. Là, on va trouver un peu là, des manières là, d'embarquer dans l'histoire, puis qu'il n'y ait pas le même rôle redondant là, du dernier film. C'est, dans le fond, le rôle redondant, on parle de comme sa relation avec April, qui va être quand même, tu sais, il va avoir comme peut-être un petit clin d'œil à quelque part à ça, là, un peu plus tard dans le film, mais ça sera pas autant, peut-être, je veux pas dire harcelant, mais c'est comme pas loin de ça là, qu'on avait là, dans le premier film. Je parle toujours de 2014. Quand je vais dire le premier film, je vais parler de 2014, c'est juste pour mettre ça clair. Là. Puis si je veux parler là, de 90, je vais dire là, du film de 90. Puis c'est ça, lui, dans le fond, il s'est fait donner là, la clé de la ville. J'ai fait un peu de recherche, pareil, clé de la ville. Est-ce que ça existe vraiment? Puis ça a l'air que ça existe en tant que tel. Là, elle, physiquement, ne fait rien. Là, elle ouvre aucune porte. Là, mais c'est comme un côté là, de symbole. Puis je me demandais tout simplement si ça existe. Puis ça existe. Bien sûr aussi on est réintroduit au personnage là, de April, toujours joué là, par Megan Fox, puis qui va être toujours comme pas mal tout le reste là, on va s'éloigner un peu de l'image de 2014, on va être atténué un peu. Je pense que le côté là, hypersexualisation là, de Transformers 2007, on est un peu loin de là.
Mais tu sais, on va quand même juste avoir peut-être un petit genre de clin d'œil un peu à ça, mais tu sais, vraiment beaucoup atténué, là. Au tout début, là, où ce que dans le fond est comme en guillemets en mission là, pour aller rechercher là, un iPad pour du docteur, le docteur le Baxter Stockman, que dans le fond elle s'arrange pour aller chercher l'iPad, puis elle va comme se mettre un petit peu plus sexy, mettons, là, puis dans le fond pour réussir à avoir l'iPad. Mais c'est le plus loin qu'on va aller, puis t'sais, dans le fond, là, je pense qu'on a mis même la publicité à l'époque là-dessus sur cette scène-là, parce que c'est la seule scène où ce qu'on peut comme mettre un peu là, de l'avant là, le côté poster girl, peut-être qu'on pourrait dire là, de Megan Fox. Puis, tu sais, honnêtement, je l'apprécie. Là. C'est pas qu'elle est laide, tu sais, elle est correcte là, en tant que telle. Là, c'est pas mon genre de fille, là, tout simplement. Là. Mais c'est genre qu'à quelque part que je suis là pour regarder un film qui n'est pas dans ce genre-là. Ben, tu sais, je trouve qu'elle ne fit pas en tant que telle. Mais, tu sais, bon. Je veux juste mettre ça clair là, parce que souvent je parle de elle, puis tu sais, c'est pas que je la trouve laide, là. Mais tu sais, c'est pas dans le contraire non plus. Je veux dire, elle est juste trop plastique pour moi à quelque part, là, puis c'est ça, en tout cas. Puis c'est ça, fait que, bon, dans la recherche d'identité là, des tortues là-dedans, ben c'est ça, sont au match de basketball, puis finalement, ben, ils sont en train de manger leur pizza, puis accidentellement, ben, on va échapper là, à une pointe de pizza qui va tomber là, carrément là, sur le terrain de basket, qui va faire que les tortues vont devoir partir de là assez rapidement. Puis c'est ça, dans le fond, c'est une histoire d'identité, dans le fond, puis que les tortues vont comme tomber là, sur un party d'Halloween. Là. Dans le fond, ça n'a pas aucun rapport avec l'Halloween là, dans tout le film. Là. Mais sauf que on trouve un peu un moment là, pour montrer que les tortues ils ont besoin là, de ce type, puis on va nous le marteler quand même là, dans tout le film, là, une question là, d'identité, puis qu'ils doivent se garder dans l'ombre, puis c'est comme le seul moment où ils peuvent sortir puis avoir quand même un goût là, d'être avec des gens, parce que là c'est ça, il y a une parade d'Halloween, puis là Michelangelo va sortir, puis dans le fond là, pour pouvoir se sentir qu'il peut sortir, arrêter de se cacher, puis c'est comme la seule fois où qui peut arrêter, mais ça n'a aucun lien dans le film. Peut-être qu'on aurait pu utiliser ça justement, là, qui embarque dans des parades un peu partout. Là, tout le film aurait pu se dérouler là, le 31 octobre, mais bon, ça sera pas le cas. Mais ça aurait été une manière facile un petit peu là, d'embarquer ça, puis que justement de jouer avec ça, là, qui peuvent embarquer dans une parade, mais puis que justement là, ils peuvent se cacher de même, mais des fois là, juste pour des contraintes, là, je pense qu'il aurait pu se faciliter, puis à quelque part qu'on en retombe peut-être le 1er novembre, que qu'ils peuvent plus là, faire ça, puis de peut-être mettre un peu l'emphase là-dessus. Là-dedans, ben c'est ça, ils vont retourner, on va avoir aussi là, le nouveau Splinter. Splinter a été redessiné là, carrément là, pour le film d'aujourd'hui, beaucoup moins un peu crasseux, un petit peu moins comme dans le premier film là, où ce que littéralement, je pense que j'avais plus peur de lui que qu'est-ce qu'on voulait essayer de faire. Il ressemble beaucoup plus peut-être à sa version là, de 2003. Il est un peu plus grisâtre. Il est plus, pas vraiment là, comme la version là, de 90, mais vraiment plus, plus. Il a de l'air plus léger, là, moins agressif là, que sa version là, qu'on avait vue là, au premier film. Là. Puis, c'est ça. Je veux dire, vraiment en ton, là, il est beaucoup plus là, le Splinter là, de 2000, plutôt là, de 1987. Mais plus comme un mentor, plus un père de famille, plus peut-être aussi justement là, comme en idée là, du film là, ou du cartoon de 87 qu'on essaie de le rechercher. Là. Fait que là-dedans, ben c'est ça aussi, bien sûr, on a Baxter Stockman qui, tu sais, avant qu'il y ait des gens là, qui se disent, bon, ben on a fait un gender swap, pas un gender swap, mais on a fait un race swap, là, à quelque part, là, qu'on se dit, bon, ben tu sais, Baxter Stockman, là, c'est un homme blanc avec les cheveux blonds. Ben non, je vous corrige tout de suite. Chose qu'on peut savoir tout de suite là, dans la deuxième BD là, de 1984, c'est que Baxter Stockman ressemble beaucoup, étrangement, à Tyler Perry aujourd'hui. Honnêtement, là, j'ai comme été surpris là-dessus.
que quand j'ai commencé à lire les pages, que tout simplement, là, c'est un homme de race noire là, dans les BD. Mais tu sais, c'est ça, le savoir général là, des tortues, puis même comment je suis rentré là, dans toute la rétrospective, a vraiment changé là, dans tout le temps. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime là, toutes ces dernières semaines là, où ce que j'enregistre là-dessus, toutes les recherches que j'ai faites là, dans le dernier mois là, sur les tortues, je trouve ça que tout a vraiment changé. Puis je suis vraiment désolé si, mettons, vous me dites que je suis sur un autre monde, une autre planète là, en faisant cette rétrospective-là, mais vraiment de tout avoir embarqué là, toutes ces dernières semaines, tout m'embarquant là, dans cet univers-là, des choses que j'acceptais pas avant la rétrospective, des choses que j'accepte rendues à aujourd'hui, ayant vu comme tout le cheminement là, de la rétrospective ou de tous les films, puis toutes les séries, puis tout qu'est-ce que j'ai couvert, puis tout qu'est-ce que j'ai même pas vraiment parlé, puis que j'ai comme tout trouvé là, pendant la rétrospective, ben, tu sais, ça change vraiment tout mon regard. Pas que j'ai un problème à ce que Baxter Stockman là, soit de race noire, j'ai vraiment aucun problème. Je trouve qu'il va bien faire son rôle en tant que tel. Ben, peut-être un petit peu exagéré sur le côté là, qui est fou. Quelque part, il est toujours en train là, de rire après chaque commentaire, mais le film, honnêtement, là, je suis peut-être rendu à ma 4-5e écoute là, du film. Ben, je dirais que s'il faut comme garder ce genre de film-là avec une idée là, de qu'est-ce que le 2014 peut-être nous demandait là, de garder ça là, d'un côté plus adolescent. Ben, le film d'aujourd'hui, je pense qu'il essaie de vraiment aller chercher l'atmosphère au piloton de 1987. Puis je pense que c'est ça qu'il faut comprendre avec le film d'aujourd'hui tout de suite. Qu'il ne faut pas aller chercher le côté sérieux. Il faut vraiment aller chercher même qu'est-ce qu'on avait en 1991 avec le deuxième film. On essaie de vraiment faire un parallèle avec ce film-là. On n'essaie pas d'aller chercher vraiment le côté sombre de tout ça. On essaie d'aller chercher le côté léger. Beaucoup le ton de la série originale. Il y a pas de... Plus tard, il va y avoir du monde qui vont se battre. Il y a des explosions, des affaires de même, là, mais ou du monde là, qui sont catapultés en dehors de des avions. Mais on voit qu'ils ont des parachutes. Ça fait très G.I. Joe là, rendu là, mais... c'est ça, à quelque part, on essaie d'aller chercher un côté plus léger, puis tu sais, pas sombre. Puis c'est ça, il faut avoir vraiment cette mentalité-là, même si des fois on se dit, bon, ben c'est du n'importe quoi, mais il faut vraiment ressentir un ton là, du cartoon de 87, puis qu'on l'apporte à l'écran plus vraiment directement, puis sans, tu sais, vraiment tout le côté sophistiqué du côté live action. Parce que des fois, plus que c'est en live action... Puis on a des adultes, puis on essaie des fois d'aller chercher un petit peu plus là, de côté sérieux. Ben, on a plus tendance à commencer à décortiquer des idées là, de scénarios ou toutes des affaires que nos personnages vont faire. Ben, dans cette manière-là là, pour le film en tant que tel, ben, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir avec une mentalité là, de 8 ans. Mais il faut quand même un peu, il faut être un peu là, dans ces eaux-là, puis il faut en laisser beaucoup passer, plus que comme pas plus, mais sensiblement comme si, mettons, on écoute carrément là, un épisode là, de 1987, ben que, si, mettons, qu'est-ce qu'on est capable de se dire sur le fait que, bon, ben c'est un cartoon, puis tu sais, c'est ce que c'est, ben, le film d'aujourd'hui, il faut regarder ça quand même là, dans cette optique-là, du côté là, que c'est un cartoon, mais que le cartoon est super bien dessiné parce qu'il est comme un live action. Puis, dans le fond, je pense que c'est la seule manière là, de pouvoir apprécier là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Là. Denis, écoute-moi. Les fichiers s'effacent. Ils sont en train de s'autodétruire, on dirait bien. Ils s'effacent? Avant qu'ils ne commencent à s'effacer, j'ai pu lire quelques courriels. Et j'avais raison. Baxter travaille avec les Foot. Le déchiqueteur doit être transféré dans une prison au nord de New York, ce soir. Et le clan compte attaquer le fourgon de transport. Ils veulent le faire évader de prison. Il sera de nouveau libre. Qui ça, Denis? Le déchiqueteur. Fait que on arrive assez rapidement là, dans le fond où l'histoire là, elle embarque là, dans le fond depuis pas mal le tout début là, avec toute l'histoire d'April, là, tout est embarqué là, avec
le docteur Baxter Stockman, elle, c'est ça, en bout de ligne, elle découvre que Baxter Stockman travaille avec le Foot pour pouvoir libérer le Shredder. Le Shredder qui a été recasté, dans le fond, avec le film d'aujourd'hui, dans le premier film, techniquement, je pense que c'était juste un cascadeur ou c'était quelqu'un qu'on avait trouvé là, pour remplir le rôle. Mais je m'ennuie de ce personnage-là, honnêtement. Là, j'ai rien contre Brian T. Je pense que j'en ai parlé là, pendant la rétrospective là, de X-Men à tout début du podcast, où ce que je parlais, là, il me semble que ce personnage-là apparaît. J'ai rien contre lui. Le problème, c'est que Tyler Perry le dépasse là, de quelques pouces, puis beaucoup de personnes le dépassent de quelques pouces. Tandis que qu'est-ce qu'on a vu comme posture imposante dans le premier film, je retrouve pas ça là, dans Brian T. Puis, encore une fois, rien contre l'acteur. Il n'est pas aidé à quelque part, je pense aussi, par son toute sa tenue vestimentaire en tant que Shredder aujourd'hui. Il y a une posture quand même. Il semble imposant. Je veux dire, à quelque part dans son regard, il est correct, honnêtement, là, mais j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il manque un peu là, de présence. Puis c'est ça, tout le monde est comme plus imposant que lui. Puis tu sais, ultimement, qu'est-ce qu'on fait avec le Shredder aujourd'hui? On va le mettre sans casque. Peut-être qu'on aurait dû le mettre avec un casque de 1, mais même quand il met un casque à la toute fin du film, je trouve que on l'a tout mis en noir. Peut-être qu'il a pris une page là, de Batman, peut-être là, il dit que lui aime ça tout en noir. Mais d'un côté, je m'ennuie du Shredder qu'on avait à la fin du premier film. C'est un peu, j'irais jusqu'à dire ça. Parce que en tant que tel, ils disent que tout habillé en noir, il fait beaucoup de samouraï, ok, mais on est supposé avoir un super vilain. Ultimement, on est dans un film de super-héros, puis on est supposé avoir un super vilain, puis ok, ça sera pas le super vilain du film, il faut s'entendre que ça va être Krang, mais il faut qu'on aille quelque chose avec Shredder, puis Shredder qui a de l'air vraiment comme... Puis je pense que le Bebop et Rocksteady ont plus de présence que Shredder aujourd'hui. Fait que, je trouve que c'est vraiment peut-être un des points vraiment là, négatifs du film aujourd'hui. Là, c'est le Shredder qui a été recasté ou qu'on aurait pu trouver une manière là, de trouver un autre acteur là, qui était beaucoup plus imposant. C'est sûr qu'on y apporte un peu... on y embarque pas vraiment là, de comédie. Fait que... Ça l'aurait bien joué, je pense, là, d'avoir même encore le même cascadeur du premier film. Ça aurait pu faire. Là, vous allez me dire, non, c'est tel acteur là, tout avec une renommée. Là, que ça se peut. Là. Mais, on aurait pu trouver un autre acteur. Puis il n'y a rien de méchant là, envers Brian T. Il commence à avoir quand même une carrière. Je pense que justement, quand il jouait là, dans Wolverine de 2000, je pense que c'est 2016 justement. Là, fait que c'est comme un acteur du moment, mais c'est peut-être un peu ça le problème aussi dans le film aujourd'hui, c'est qu'on joue avec les acteurs du moment, puis c'est là aussi qu'on est introduit à Stephen Amell qui était Oliver Queen là, dans la série Arrow. Que j'ai vraiment aucun problème là, dans la version Arrow que j'ai écouté, je pense, les 2 premières saisons là, de cette série-là. Là. Dans le fond, il y a plein d'affaires là, qui se sont découlées de là. On a la série Flash, on a la série là, de Superman aussi, là, Superman and Lois. Puis, let's go. Tout le Arrowverse, dans le fond, là, c'est tout à partir de lui. Là, puis, je veux dire, je l'aime beaucoup là, en acteur là, pour Arrow, mais honnêtement, il arrive pas à la cheville là, de Elias Koteas. J'ai comme l'impression dans toutes les scènes, comme tout dans la scène d'introduction, éventuellement, qu'il va rencontrer les tortues qui commencent à arriver puis dire ne nous mangez pas. C'est sûr que c'est bon. Il y a le côté script là, qui aide pas. Là, je sais ce que j'ai dit là, il y a quelques minutes de dire de laisser des choses aller là, à cause que ça. C'est un épisode de 1987. OK. Je peux laisser ça aller, mais quand l'acteur est comme tout le temps en train de rire, en train de dire ses lignes, c'est à quelque part, c'est là où ça devient plus drôle quand l'acteur est plus stone face, mettons, là, ou un genre de poker face un peu.
pour dire des lignes, mais quand il est en train de rire, tu sais qu'il les prend pas au sérieux, puis c'est comme, on dirait que peut-être qu'il manquait de temps, je sais pas quoi, peut-être qu'il devait aller filmer Arrow aussi, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, en tant que tel, là, je sais qu'il filmait encore Arrow là, à ce moment-là, mais il y a, c'est ça, il manque un peu là, de présence, il manque un petit peu d'un côté, je suis un dur à cuire, puis il y a comme tout le temps le sourire à l'écran. Peut-être qu'il est content de jouer là, dans une série là, des Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est une possibilité. Mais tu sais, à quelque part, tu sais, quand on regarde là, tous les making-of qui sont sur le Blu-ray, ils sont tout le temps là, ben, j'aimais les tortues quand j'étais jeune, ou n'importe quoi. Tu sais, il y a toujours un côté de dire des affaires de même. Tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, j'écoute pas beaucoup là, les commentaires ou tous les making-of, parce que tout le monde est là, genre super fan là, de la série, puis il y a comme rarement quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il est là parce que ultimement, il a été approché, puis qu'il y avait besoin de quelqu'un pour faire le rôle. Puis, tu sais, dans le fond, ça payait les comptes. C'est rare qu'on voit ça, ça l'arrive, là. Puis, je trouve ça des fois plus honnête que juste tout le temps arriver puis dire qu'il était content. Puis, je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, là. Peu importe, là. Sauf que je trouve que Stephen Amell manque de présence, il manque de côté où ce que Elias Koteas, là, dans le premier film, a été. Puis, tu sais, je mentionne vraiment le premier film, là, parce que je n'ai parlé aussi du troisième film. C'était quasiment là, un peu l'inverse là-dedans, mais tout le côté, tu sais, il y a comme un côté fun, mais un côté vraiment qu'il est prêt à te péter la face. Puis ce que Stephen Amell n'est pas capable d'apporter, je trouve, dans sa version. Bon, Stephen Amell, dans un des documentaires, il dit, bon, ben, tu sais, on rencontre Casey Jones avant qu'il soit le Casey Jones. Je comprends ce côté-là, mais je trouve qu'il manque quand même, là. Tant qu'à l'apporter puis dire qu'on est une version là, de 1987, ben, tu sais, je veux dire, au moins, mettez-le badass, mettez-le un petit peu plus, moins gentil, mettons, là. Tu sais, c'est que vraiment, là, qu'il y a un côté, là, plus, juste prêt à péter là, n'importe quel visage. Peut-être quelqu'un qui va être plus honnête, je crois bien, là, dans leur approche, ben c'est éventuellement là, il va devoir faire face à la police là, parce qu'il va être interrogé là, quand Shredder va être libéré. Là. C'est Laura Linney là, qui fait le chef Vincent ou Vincent, qui dans le fond, c'est bon, elle comprend là, dans son rôle, elle est toujours, je dirais que pendant tout le film, c'est pas un personnage qu'on doit aimer, puis tu sais, elle fait bien son rôle là-dessus. Elle, qu'est-ce qu'elle va dire, c'est que finalement, ben tu sais, que pour prendre le rôle d'aujourd'hui, ben c'est peut-être au moins enfin un rôle qu'elle va avoir, que ses enfants vont pouvoir apprécier qu'elle fasse ce rôle-là, parce que souvent elle joue dans des films là, qui sont beaucoup plus indépendants. Puis c'est peut-être un peu plus trop de drame là, pour des jeunes enfants. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai-tu besoin d'elle ou pas d'elle? Là? On veut quand même embarquer là, le côté menaçant. Là. Qui sont poursuivis par la police, puis elle, je veux dire, en tant que telle, j'aime bien qu'elle soit placée là, puis tu sais, son côté autoritaire passe très bien. Peut-être qu'on a remplacé, on a mis elle au lieu de ramener le Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg qui n'est pas là aujourd'hui, mais que bon, je pense que c'est des scènes supprimées. Honnêtement, là, j'ai pas vraiment reconnu Judith Hogue qui fait là, la patronne à April. April qui dans les scènes supprimées, tout ce qui a été supprimé dans le fond, là, c'est vraiment l'histoire de April puis de sa promotion. Qu'elle pourrait devenir chef d'antenne et qu'en même temps, ben, il y a battu peut-être un peu là, des petites affaires là, avec le personnage là, de Casey Jones. Mais c'est juste ça qui a été coupé. En tout cas, tout ce qui est sur le Blu-ray, c'est ça, c'est 3 scènes. Puis c'est un peu cette histoire-là, mais qui finalement qui va nulle part. Mais bon. C'est puis vraiment le Judith Hogue qui revient là, comme patronne là, à April O'Neil qu'on a décidé de couper. Puis honnêtement, ça change absolument rien au film là, dans cette partie-là. Je pense que tout ce qu'on a à voir là, d'April et de Casey Jones, on le voit là, amplement.
Mais c'est ça. Fait que je rembobine un peu. On a Shredder qui est transporté là, dans le fond pour changer de prison et que finalement, pendant qu'il est dans son wagon, qui est avec deux personnages, Bebop et Rocksteady, qui sont joués là, par Seamus Ocean. En tout cas, il s'appelle Seamus. Tout court, là, je pense qu'il est crédité pour Seamus dans le rôle de Rocksteady, et Gary Anthony Williams. Qui en tant que tel, là, je les connais pas. Seamus, ça a l'air que c'est un lutteur, mais je vous dis, j'avais arrêté là, d'écouter la lutte là, quand il était là. En tout cas, peut-être que je le reverrai en tant que lutteur, j'allumerai. Mais il faut aimer quand même là, leur duo. C'est vraiment deux personnes là, qui ont ad-libé en bout de ligne. Il y a beaucoup là, d'affaires qui vont dire aujourd'hui là, qui n'étaient pas scriptées. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je les ai vus. J'ai comme eu un certain dégoût, mais je pense que c'est ça pas mal qu'on va aller chercher, qui sont tellement sont dégoûtants, sont vraiment dégueulasses. Et c'est ça qui est le fun là, d'eux autres, qui sont vraiment juste n'importe quoi. Puis quand on pense à tout ça, c'est vraiment une belle manière là, de réadapter là, le duo là, de 1987 puis pas là, de 1984 là, il faut vraiment le noter là, comment que eux autres ont juste été créés pour la série là, de 1987. Puis, tu sais, bon, ils ont peut-être été réécrits là, par la suite, puis embarqués là, dans l'univers là, de Kevin Eastman et Peter Laird là, dans les BD. Parce que eux autres, tu sais, bon, c'est sûr qu'ils ne tripaient pas là, sur la série là, de 87, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment renié tout cet univers-là. À quelque part, ils savent que c'est leur bébé, puis c'est ça qui les a fait connaître. Là. Ils comprennent quand même un peu, des fois, un peu le show business, tout ça. Peter Laird était beaucoup plus, quand même, plus conservateur, puis Eastman toujours un petit peu plus ouvert là, à apporter là, des affaires là, de nouveaux là, dans l'univers des tortues. Là. Mais ça reste que c'est ça, pareil, que ils ont quand même incorporé des affaires pour savoir que, en sachant là, qu'il y a des affaires que les fans voulaient, là, tout simplement. Là. Fait que, ils ont embarqué là, dans l'univers. Puis, je trouve ça le fun d'un côté, c'est qu'ils s'amusent un peu là-dedans, puis qu'ils embarquent un peu là, dans à l'époque, ils embarquaient quand même là, dans l'univers. Le Turtle Mania, puis c'est comme tout ça un peu est rassemblé, mais aujourd'hui, là, ils n'ont pas comme leur dire du tout là, sur la franchise, parce que justement, elle appartient à Nickelodeon. Mais c'est ça, fait que eux autres sont introduits de même là, comme autres prisonniers là, qui sont avec Shredder, pendant qu'on a une scène, je sais pas si on essaie d'apporter là, une genre de scène qui va un peu peut-être rivaliser avec la Matrice Revolution, là, le deuxième film, là, avec la grosse scène là, sur sur l'autoroute. Là. En tout cas, on dirait que c'est filmé à la même place. Là. En tout cas, je sais pas, là, mais bon, c'est probablement filmé à la même place. Mais tu sais, on a des motos qui arrivent alentour là, du fourgon là, de prisonniers, puis que, tu sais, dans le fond, je trouve ça quand même assez bright comme idée de faire sauter là, des voitures alentour, puis dans le fond, tu sais, c'est le fourgon là, des prisonniers doit comme passer au travers de ça, puis tu sais, je trouve quand même un peu l'idée là, géniale, là. En tout cas, j'espère qu'on n'a pas trop de monde là, qui ont pris des notes là-dessus, mais bon, il va y avoir des manières là, de... En tout cas, je sais pas, honnêtement, là. Puis, tu sais, c'est là où on a introduit aussi là, que les tortues vont avoir leur première... c'est la première grosse scène d'action, où les tortues vont arriver avec leur fourgon à eux autres aussi, où leur Turtle Van, là, dans le fond, c'est un gros camion de vidange qui a tout été rééquipé avec plein d'affaires. C'est comme la technologie de James Bond, mais fois 1000 dans une version super-héros. À quelque part, eux autres, ils vivent dans les égouts, mais sont mieux équipés que n'importe qui, tout ça. Bon, OK, peut-être que le FBI ou la CIA a des genres de technologie de même, peut-être. Là. Mais tu sais, c'est comme... Bon, on est dans un monde de super-héros, et eux autres, ils ont accès à rien, mais ils sont capables juste de leur cru avec Donatello, puisque je pense qu'on a apporté un peu un côté que Donatello est genre un petit peu peut-être autiste, un peu d'un côté, puis que c'est un surgénie, quelque part, qui est comme vraiment dans son univers un peu, puis qui
il est capable de tout élaborer. Mais c'est côté 1987 qui est capable de tout trouver. Là, puis bon, c'est correct. Honnêtement, ça me dérange pas. Ils ont trouvé une manière de je sais pas comment ils ont trouvé un camion de vidange, mais ils ont trouvé un camion de vidange. Je peux pas me dire qu'il a été... Bon, il a peut-être été abandonné là, à quelque part... mais ils ont réussi, en tout cas, il ne faut pas tout pogner la logique à quelque part. Il y a des affaires qui ont été oubliées à quelque part, puis les autres ils ont dit, bon, ben, c'est tant qu'il est oublié, on va l'amener là, dans notre repère. Puis c'est ça, en tout cas c'est quand même une bonne scène, mais on essaie d'apporter un peu comme toute une petite touche de chaque tortue, où ce que Léo, lui, il va peser sur les boutons, ben tu sais, à quelque part, il fait quelque chose, il fait à peu près rien à part peser les boutons. Donatello, lui, il conduit le Turtle Van qu'on va appeler. Et il y a Michelangelo que lui, ben c'est ça, il y a comme des gros nunchakus qui réussit à sortir là, de la vanne ou du camion de vidange. Puis, tu sais, dans le fond, ils vont ramasser un peu là, des voitures, des foot ou les motos, là. Finalement, ben, c'est juste pour montrer comment Michelangelo il est distrait. Ben, finalement, ben, ils vont passer par-dessus un viaduc, en dessous d'un viaduc, puis finalement, ben, ça va arracher les bras. Puis, finalement, ben, on va le mettre dans un canon aussi là, pour essayer là, d'envoyer un net pour essayer de trapper le Shredder, mais c'est ça, il va être un petit peu trop tard. Puis, en tout cas, ça va être peut-être un petit gag là, tout le long du film là, où les tortues vont être un petit peu trop tard sur tout. Fait que le Shredder, lui, il est téléporté. Ah, ben, c'est ça, il y avait Raphaël aussi, que, à quelque part, lui, en attente, ben, tu sais, il était genre avec son punching bag, puis il dit, hey, je suis pas utilisé à mon plein potentiel. Puis, finalement, ben, tu sais, vraiment pour sortir en arrière du fourgon, puis ramasser 2 motos. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est comme une grosse entrée là, pour Raphaël. Je trouve que c'est lui qui ressort beaucoup. De l'introduction, sur le côté là, comme de ressortir tout son plein potentiel. Son côté, là, comme on a appelé au début, là, le côté gros bras, là. Fait que, c'est vraiment comme une belle introduction, mais finalement, ben, c'est ça. Le Shredder réussit à être téléporté. Puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Krang. Honnêtement, j'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais avoir Krang au grand écran. Puis je pense que même pas en 2014, j'ai pensé pouvoir voir Krang. Puis c'est comme un petit peu trop. Je suis capable d'accepter 5 tortues mutantes avec un rat mutant, mais je me dis, bon, ben aller chercher Krang, ça va être vraiment trop. Puis, tu sais, vraiment de l'avoir comme ennemi principal aujourd'hui, puis, tu sais, avec tout son côté robot, son côté vraiment d'avoir un cerveau là, qui est là, dans le fond, là, comme ennemi, là, tu sais, c'est comme... C'est ridicule un peu, mais c'est l'univers des Tortues Ninja, puis, tu sais, dans le fond, je l'accepte. Tu sais, puis d'un côté, qui lui, il va jouer... Shredder tout le long du film. Là. Dans le fond, on le voit pas beaucoup, Krang. C'est ça qui est plate un peu. C'est que c'est peut-être son côté qu'on aurait dû voir. Mais il faut faire attention aussi parce qu'on veut apporter des enfants dans cet univers-là. Puis dans le fond, il faut pas s'avérer en film d'horreur. Là. On veut pas avoir un xénomorphe. On veut pas avoir quelque chose d'épeurant. On veut avoir une créature qui est regardable pour des jeunes enfants puis qui font pas des cauchemars. Fait que c'est là-dedans, ben, même dans les BD, on sait que dans les BD, là, y a vraiment, c'est pas juste Krang, c'est un peuple, les Krang. Puis, c'est vraiment plus apporté dans un côté quasiment horreur dans les BD originaux. Puis, d'adapter ça, ben, c'est ça. Je trouve qu'ils ont fait une belle manière là, de porter Krang à l'écran. Fait que lui, Krang va arriver là, puis il va donner 3 affaires qui doivent être rassemblées pour pouvoir faire son portail et apporter là, son peuple. Dans le fond, c'est une entente avec le Shredder qu'il va faire. Puis que, tu sais, dans le fond, ils ont déjà 2. Ils doivent aller chercher 2 des artefacts là, pour pouvoir construire là, le portail. Il y en a un que déjà Baxter Stockman a, puis plus tard, ils vont devoir aller au musée pour aller chercher un artefact. Et finalement, il y a le 3e artefact est dans la jungle. Mais comme j'ai dit tantôt, les tortues qui sont toujours en retard, ben ils vont arriver toujours après le foot pour avoir... ils vont avoir ramassé l'artefact, puis après ça, ben, les tortues arrivent. Fait que ça, c'est ça dans tous les cas. Mais c'est comme... Bon, on nous donne, en guillemets, là, des MacGuffin, là, des choses à aller chercher, là, puis dans le fond, pour faire progresser l'histoire... mais en bout de ligne, ça n'a pas de... C'est vraiment pas
important au film là, en bout de ligne. C'est juste, ça va être utilisé là, pour pogner des contraintes, tout ça. Mais tu sais, je suis content d'un côté que c'est pas genre aller chercher juste l'artefact tout le temps. C'est, tu sais, éventuellement, là, c'est quand il va se ramasser là, dans la rivière un peu plus loin, ben c'est... Oui, c'est pour aller chercher l'artefact, mais tu sais, c'est comme une fois qu'il... c'est pas aller comme le premier qui va l'atteindre, c'est comme Bebop et Rocksteady qui sont dans leur chemin de retour après avoir été chercher l'artefact. Ils vont jouer avec ça. Fait que éventuellement, ben c'est ça. Casey Jones, lui, va faire son enquête pour, tu sais, parce que lui, il va être comme tassé là. Il va être, je pense qu'il va être viré carrément. Là, il sera pas. Il était gardien de sécurité. Fait que on va l'avoir viré, mais qu'il va décider quand même, là, parce que lui, il y a comme une scène là avec le chef Vincent que il va comme tout dévoiler là, ses plans de vie ou ce qu'il veut devenir policier plus tard, tout ça. Puis tu sais, elle, dans le fond, elle va rentrer dedans. Ben tu sais, bonne chance, tout ça. Puis tu sais, ça veut dire que elle décide qui rentre là, dans les forces policières, puis que finalement, ben, elle n'aime pas la face, fait qu'il faut comme oublier ça. Mais c'est ça, lui, Casey Jones, lui, il va essayer là, de retrouver là, Bebop et Rocksteady. Pour peut-être un peu se faire gagner, puis finalement, ben, il sait qu'eux autres se tiennent à un bar, puis là, il va se ramasser là, puis dans le fond, le propriétaire du bar va leur avoir donné 2 cellulaires à Bebop et Rocksteady, mais qui sont liés avec un GPS, là, c'est comme, c'est quoi le rapport un peu de ça, mais bon, ils sont liés à un GPS pour pouvoir les retrouver. Puis finalement, ben, ça va amener que lui va se ramasser là, chez TCRI, là. Puis, tu sais, avant que, si mettons vous êtes juste fan de l'univers, là, film, ben, tu sais, TCRI, c'est pas comme TGRI, mais comme j'ai parlé là, dans le 2e épisode, c'est originalement, c'était TCRI, là. Mais dans les BD originaux, là. Mais c'est ça, fait que lui, il va se ramasser là pendant que April, elle, est déjà là sur la suite là, de Baxter Stockman pour savoir où si mettons le Shredder est trouvable là-dedans, puis c'est quoi toute son implication avec. C'est parce que les autres, les tortues, ont trouvé là, qu'il y avait. C'est comme ils se sont fait téléporter, c'est une autre genre de technologie, tout ça. Fait qu'elle se ramasse chez Baxter Stockman, puis qu'elle va assister à la transformation de Bebop et Rocksteady, qu'eux autres vont devenir des animaux, là, c'est un genre de cochon sauvage. Et un rhinocéros, dans le fond, pour vraiment apporter là, leur apparence. Ben, tu sais, en fait, l'apparence aussi, là, de les apporter, tu sais, comme j'ai dit, ils ont l'air de des dégueulasses. Puis, tu sais, en tant qu'humain, il y avait de l'air vraiment. Pas vraiment, là. Le côté là, propreté, là, ça n'a pas l'air vraiment les connaître. Puis, dans le fond, une fois qu'ils sont transformés en animaux, là, dans le fond, ils disent que c'est comme leurs ancêtres. Là. Ça fait penser un peu au film là, de Super Mario Brothers là, de 1994, où c'est comme tous des ancêtres là, de les gens là, qui étaient rapportés. Là. En tout cas, c'est vraiment un peu nono là, comme idée, mais j'ai pas de problème avec ça, honnêtement. Là. Fait que. Eux autres, ben, dans le fond, elle va sauver de là, puis elle va tomber sur Casey Jones, ultimement. Là, elle va être suivie par le foot, puis Casey Jones va la sauver. Puis là, ben, ça va être les scènes, là, dans le fond, de ce que Casey Jones et les tortues et tout le monde là, va se rassembler, dans le fond, là, pour faire notre équipe là, de bon. Mais tu sais, bon, il y a l'hommage un peu à, bien sûr, où ce que Casey Jones va avoir le masque de goaler. Il va être appelé Vendredi 13 là-dedans, là, puis il y a vraiment un côté, là, puis c'est correct à quelque part, là, j'aurais aimé ça que Casey porte plus un peu son masque pareil, là, j'aime vraiment là, son masque de Casey Jones, mais en même temps, Stephen Amell, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de présence d'écran, puis que le masque le fait apparaître plus petit. T'sais, même Vern, un peu plus tard, il va lui dire qu'il n'est pas capable de remplir son gilet, puis parce qu'il n'est pas assez musclé, des affaires de même. Puis honnêtement, je pense que j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un plus de présence d'écran. C'est un peu le même problème. Dans le fond, là, Shredder et Casey Jones ont pas mal le même problème. Là, c'est le côté, c'est l'acteur en bout de ligne.
Fait qu'eux autres vont, c'est ça, ils vont s'unir dans tout ça. Bien sûr qu'on essaie de faire un peu là, des clins d'œil. Est-ce que Casey et April vont devenir quelque chose? Un petit peu aussi, ils font un clin d'œil dans le fond avec tout Michelangelo dans le premier film qui était comme quasiment obsédé là, sur April. Tu sais, qui va poser une question, est-ce que Casey Jones et April, est-ce qu'ils ils sont quelque chose? Tu sais, c'est le plus qu'on va aller là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme il y a une suite, on met une ligne, puis tu sais, je pense que c'est plus de bon goût d'un côté. Là. C'est juste qu'il se pose juste une question, puis c'est correct, honnêtement. Là. Mais là-dedans, dans le fond, Donatello, une fois qu'il va avoir récupéré un peu du mutagène, ben, il va... parce que April, c'est ça, elle avait récupéré du mutagène là-dedans, puis elle va apporter ça à Donatello, puis Donatello va faire la découverte que le mutagène peut les faire transformer en humains, puis régler comme le problème là, de devoir tout le temps se cacher. Ça va apporter un conflit à l'interne, où ce que Léo, ben, tu sais, comme j'ai dit au tout début, Léo, c'est comme ma tortue préférée, mais honnêtement, je le déteste. Pour cette partie-là du film, ben, tu sais, il doit vraiment vieillir, il doit accepter là, que aussi, oui, c'est un chef, mais que en étant chef, ça veut pas dire que tu décides tout pour tout, que quelque part tu dois faire un travail d'équipe. Puis tu sais, quelque part, c'est ça, ça va être son cheminement aujourd'hui. Qui est dans le fond, qui est quasiment là, dans tous les films de tortue pareil. Là. On a beaucoup là, tout le temps là, ce conflit-là de Leonardo qui doit apprendre à être un bon chef d'équipe et non juste quelque chose là, qui doit implémenter. Là, en tout cas. On joue quand même un peu, mais je trouve que c'est bien apporté là, dans le film aujourd'hui, dans le côté qu'il est clairement dans le mal, mais éventuellement Raphaël et Michelangelo, eux autres, ils vont partir aussi de leur bord sans juste comme un peu en tête folle, où ils vont comme partir, puis ils vont mettre finalement April et Casey dans la barra, parce que les autres vont se faire arrêter là, à la sortie là, du musée. Puis Léo et Donatello vont comme se pointer pour sauver quand même autant que possible, essayer de toutes les sauver, mais c'est ça, April et Casey vont devoir rester en arrière. Mais c'est là où on a la première rencontre peut-être humaine et les tortues, là, mis à part April et tous les personnages qu'on connaît, là, mais tu sais, comme peut-être là, dans une figure autoritaire qui pourrait arriver là, puis faire un premier contact en guillemets là, avec je sais pas, un être extraterrestre. Mais c'est ça, fait que eux autres sont arrêtés, puis il y a toutes les affaires de même, mais c'est comme déjà l'artefact du musée est déjà ramassé avant que les tortues puissent se pointer. Fait que les tortues, eux autres, sont envoyés au Brésil, dans le fond, pour aller essayer d'aller chercher là, le dernier artefact. Pendant ce temps-là, ben, April, elle, a fait appel à Vern, puis là, c'est là où on essaie d'embarquer quand même Vern là, dans l'histoire. Ben, c'est ça. Ben, il avait utilisé un petit peu plus tôt là, pour pouvoir l'embarquer là, pour pouvoir rentrer là, dans le centre de police, puis pouvoir avoir plus d'informations sur Shredder, là, puis c'est là que dans le fond ils se font arrêter là. Mais les tortues qui partent au Brésil, ben, tu sais, dans le fond, là, c'est comme la deuxième grosse pièce là, d'action dans le film. Puis je pense que c'est ma scène toute préférée. Surtout, je pense, le côté de l'avion, là, peut-être un peu là, de tout dans la Grande Rivière, là, c'est un petit peu trop, là, mais tu sais, tout le côté avion, le côté de Raphaël qui a peur de sauter, toutes les tortues sont là, bon, il faut sauter d'un avion en avion, comme par hasard, les deux avions vont se croiser dans les airs, puis qu'ils ont à peu près une fenêtre là, de 30 secondes là, pour pouvoir sauter dans l'autre avion, c'est comme, ok, là, je veux dire, c'est comme impossible, tu sais, il stresse pas du tout, il y a juste Raphaël que, normalement, il est toujours prêt à faire tout, puis, tu sais, dans le fond, comme au tout début, on l'a vu sauter là, en dehors du camion de vidange, tu sais, carrément avec à pleine vitesse, puis il n'y a pas de problème, mais là, tu sais, pas prêt à sauter là, de l'avion. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense que c'est toute ma meilleure scène pour sa globalité. Qu'ils vont sauter, puis c'est complètement ridicule, faut s'entendre. Tu sais, on est dans un cartoon de 1987, là. Mais tu sais, vraiment juste comme ça d'un avion à un avion, c'est ça qui est le fun un peu. Je pense qu'au lieu d'aller justement chercher l'artefact, ben qu'ils doivent aller rechercher
d'attraper Bebop et Rocksteady qui sont en chemin de retour, puis d'apporter ça dans cette idée-là, ben, je pense que ça fait juste un petit spin qui est original, un peu d'un côté, ben original. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais qui est moins habituel, je dirais, là. Fait que, il y a tout un peu le côté ce que Rocksteady, c'est pas des lumières. Honnêtement, là, les deux, là, ils ont vraiment pas là, de grandes calculations. Où ce qui va embarquer là, dans un tank et faire sauter là, la moitié de l'avion. Fait que finalement, l'avion, là, elle doit écraser. Puis finalement, ils vont tomber là, dans un ruisseau, tout ça. Puis, tu sais, Raphaël, lui, que finalement, il va tuer la Terre, puis il va être tellement content, là. Puis, tu sais, bon, il n'y avait pas le choix, je pense, là, de mettre une vraie tortue, là, qui ait un face-à-face. Puis c'est correct, à quelque part, ça fait sourire comme idée. Je me suis dit, je sais pas, les tortues, est-ce qu'ils respirent dans l'eau? Parce que là, tu sais, une fois qu'ils sortent de l'eau, ben, tu sais, ils doivent respirer, puis tout ça. Ben, une tortue, selon ce que j'ai pu lire, c'est ça, tu sais, ils respirent pas dans l'eau. Ils sont capables d'être longtemps dans l'eau, mais c'est parce qu'ils retiennent leur respiration, là. Fait que c'est ça, à quelque part. J'ai déjà eu une tortue aussi, là, que j'avais appelé Léo, justement, là, qui justement, que, tu sais, je me disais, bon, ben, tu sais, là, des heures et des heures, là, dans l'eau, puis tu sais, une tortue peut retenir sa respiration vraiment longtemps, là, puis une fois qu'ils sont dans l'eau, puis qu'ils arrêtent de respirer, leur cœur il bat super lentement, puis tout ça, fait que il faudrait quand même que je vérifie pourquoi que les tortues ils doivent quand même reprendre leur souffle et des affaires de même là. Ben c'est pour ça, à quelque part, on a pris quand même une science en arrière pour dire que les tortues ne respirent pas dans l'eau. Votre adolescence tire à sa fin. Vous devenez des jeunes hommes. Cette décision est la vôtre. Je ferai ce que vous voudrez. C'est vous qui décidez. Nous aurons besoin Stratégie. d'instinct. Logique. Et d'une bonne dose de cœur. Fait que on en a encore besoin de Vern, là, dans le fond, pour trouver la preuve là, que Bebop et Rocksteady existent vraiment. Fait qu'on va refaire un appel à Vern, où ce que, bon, tu sais, on a trouvé Casey Jones ne sert pas à grand chose, honnêtement, là, dans tout le film, là, on va y trouver quelque chose à faire, là, mais ultimement, là, il ne sert pas à, tu sais, il est vraiment un à côté, là. Puis tu sais, même à la limite, là, on sait pas quoi faire avec les humains, là, dans le film aujourd'hui, là, qui était quasiment l'inverse, là, dans le film de 2014, même s'ils sont pas vraiment importants, tu sais, qu'il y a beaucoup plus d'action avec les tortues, faut s'entendre. Mais, tu sais, honnêtement, on essaie de le trouver juste quelque chose à faire. Puis, bon, Casey réussit à voler là, comme le cellulaire là, du chef Vincent. Puis, finalement, ben, il appelle Vern. Vern, qui lui va utiliser là, le fait là, qu'il y a la clé de la ville, qui va réussir finalement à rentrer là, dans les bureaux là, de TCRI, puis réussir à voler là, la caméra et ben, les vidéos des caméras et pouvoir montrer là, au chef Vincent que les Bebop et Rocksteady existent. Fait que, tu sais, bon, dans tout ça, il y a ça l'amène là, que les tortues là, vont finalement rencontrer là, la police sur, tu sais, dans le fond, là, que tout le monde puisse comprendre, là, puis dans le fond, éventuellement, Vern va vraiment dévoiler que lui, si mettons, il y a la clé de la ville, ben c'est parce que les tortues étaient là, tu sais. L'idée, elle va quand même, là, finalement, elle revient là, à ce que les choses doivent être comme dit, là, comme qu'ils sont et non comme préfabriquées. On avait eu quand même tout le conflit là, avec le mutagène qui se résolut assez rapidement. Là. Dans le fond, là, on a Leonardo là, qui arrive là, puis qui dit bon, ben, on n'est plus, vraiment une bonne équipe. En tout cas, il y a un peu de chicane, mais c'est comme résolu assez rapide où ce que Donatello, il y a le technodrome là, qui commence à se former. Là, le portail est complet, puis dans le fond, le technodrome commence à être apporter là, se matérialiser en haut de New York. Tu sais, dans le fond, le Technodrome, lui, mettons qu'on écoutait 1987, ben, tu sais, il était formé là, en dessous, là, dans le fond, là, comme dans des cavernes souterraines, là, en dessous de la ville. Ben là, on le met en haut de la ville.
Mais c'est ça, le conflit, il est quand même assez réglé rapide, où ce que Donatello, il dit, bon, ben, tu sais, on pourrait se rendre au Technodrome, puis, tu sais, dans le fond, on est les seuls qui est capables de se rendre au Technodrome, puis pouvoir vivre un peu avec cette atmosphère-là. Fait qu'il y a juste nous 4 qui est capable de le faire, là, peut-être Splinter aussi, là, mais Splinter, dans le fond, il a pas mal disparu du film. Il est vraiment là comme mentor, puis c'est tout. Il sert absolument rien à part de ça, là, dans tout le film. Puis c'est ça, fait que en bout de ligne, ben puis on essaie de mutagène pour juste vraiment redevenir, ben pas redevenir, mais devenir des humains. Mais c'est ça, fait qu'ils pourraient arriver puis juste comme vraiment juste boire un peu de mutagène puis ils deviennent physiquement comme des humains. Mais tu sais, le choix est fait assez rapide. C'est peut-être parce qu'ils ont été comme poussés au mur, ils ont été forcés. En bout de ligne, ils veulent pas devenir des humains. Ils sont fiers d'être des tortues, mais ça a été vraiment le conflit avec Leonardo. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vois ça. C'est sûr que ça se résolut assez rapide. Peut-être que, de mémoire, il y avait un épisode en 1987 où il y en avait une des tortues qui devenait un humain, puis, dans le fond, après ça, je pense qu'il redevenait une tortue. Mais, tu sais, est-ce qu'on devait avoir cette histoire-là dans le film d'aujourd'hui? Je le sais pas tout à fait. Je pense que, tu sais, on aurait pu faire... c'est peut-être un petit peu trop, là. À quelque part, ça aurait peut-être surchargé le film, là. Dans le fond, on a le film des tortues le plus long aujourd'hui, là. Il est un peu plus que 1h50, là. C'est énorme, là, à quelque part, pour qu'est-ce qu'on apporte. Je dis pas que c'est trop long comme film, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste correct à quelque part, mais tu sais, comme tous les films de tortues, là, je pense que le maximum qu'on avait eu, là, c'était quelque chose comme 100 minutes, là, ou 102 minutes, là, je pense que c'était un des animés, là, je pense que c'est Mutant Mayhem, là, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, tout d'un coup, on a quand même 1h50, on apporte beaucoup d'affaires, puis, tu sais, en plus avec des nouveaux personnages, Krang, toutes ces histoires-là, je pense pas qu'on aurait pu embarquer. En plus, là, vraiment, là, les tortues, qu'il y en a un au pire, ou peut-être que toutes les tortues deviennent des humaines, puis voir un peu... C'est un peu plus comme un Superman 2, là, où que, dans le fond, on a les pouvoirs qui est retiré de Superman, puis que les tortues deviennent des humains, puis qu'ils voient qu'est-ce qui est le plus, là, dans le fond, là, d'être des tortues, au lieu là, d'être des humains. T'sais, en tout cas, je pense qu'il aurait dû avoir peut-être une histoire, une manière un petit peu plus, peut-être réécrit au pire là, pour faire ça, mais en même temps, ben c'est ça, le film est surchargé déjà. Là. Ou juste, je veux pas dire surchargé, parce que je trouve que pour toutes les idées qu'il essaie d'apporter, des fois, il va assez rapide dessus. Puis c'est peut-être pour ça aussi le scénario, des fois, il est très simpliste, où que, dans le fond, on n'a pas de poursuite au musée, où que les tortues arrivent en retard, tout ça. C'est pour ça aussi, à quelque part, je pense que, tu sais, on essaie d'avancer vraiment un épisode de 1987, mais... T'sais, vraiment, on veut se ramasser avec une scène d'action au milieu, puis avec une scène d'action à la fin, puis comme qu'on avait eu au début, puis pas rendu à toute une scène d'action à toutes les 2 minutes. Puis c'est correct. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Là. En tant que tel, on veut juste avancer, tout simplement. Là, puis on sait qu'ultimement, c'est ça qui va arriver. Là. On est vraiment conscient de ça, puis on n'a pas besoin vraiment de logique de se rendre au point A au point B. Ça pourrait être quelque chose, au pire, qui devrait se faire dans le 3e film. Là. Mais bon, on va parler de ça un peu plus tard. Fait que le Technodrome se forme, les 4 tortues, eux autres, c'est ça, ils se sont unis, ont fait la rencontre de la police. J'aime quand même le moment où ils vont comme expliquer, c'est subtil, mais le fait que qui ont réglé qui sont une unité, c'est que vraiment ils se mettent comme les 4 mains ensemble. On l'a vu là, dans toutes les versions de live action où vraiment ils se mettent comme vraiment une équipe, mais ils vont tous échanger les lignes un peu. Je pense que c'est Michelangelo qui va dire on met du cœur, mais normalement c'est plus Raphaël ça, puis on va mettre l'intelligence, c'est genre Raphaël qui dit ça pour Donatello, puis ainsi de suite. C'est comme tout le monde s'échange leurs lignes, puis j'aime vraiment là, comme la subtilité de la chose, mais ça veut dire vraiment là, qu'ils sont qu'ils ont besoin de l'un de l'autre, puis j'aime vraiment là, cette pensée-là. Fait qu'eux autres, pendant ce temps-là, on a Shredder que lui va flusher le Baxter Stockman, que lui, à quelque part, c'est ça. Lui, il était prêt de faire plan. Là,
il pensait avoir une belle place là, en tant que créateur aux côtés de Shredder puis tout ça, puis que dans le fond Einstein puis tous les autres créateurs qu'on a eu là, dans l'histoire de l'humanité, ben allait passer au second rang après Baxter Stockman. Ben dans le fond il est flushé par Shredder, puis c'est des machins, fait qu'en bout de ligne il n'y a aucun honneur là-dedans, puis que finalement ben, c'est l'ironie de la chose, c'est que Shredder est flushé par Krang. Bon, c'est trop facile, quelque part, que juste qu'on fait juste comme flusher carrément. On les met un peu dans juste dans une manière pour dire qu'au prochain film, on va régler leur histoire, mais on règle pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on règle l'histoire de Krang plutôt. Est-ce qu'on aurait eu besoin d'autres histoires en plus? On a apporté vraiment Bebop Rocksteady pour qu'il y ait le Casey Jones qui s'en occupe. Bon, c'est un petit peu... les tortues ont de la misère à s'en occuper, puis finalement, c'est Casey Jones qui va trouver une manière de s'en occuper. Bon, ok, c'est beau, là. Il va y avoir une scène là, dans un stationnement, puis Rocksteady va comme tout tasser des voitures, tout ça. Il va y avoir un méga gros combat là, où on va commencer à se balancer des voitures, des affaires de même. Là, ça va du côté pour ça. Le Casey Jones qui va lancer une grenade, dans le fond, il va réussir à les enfermer dans un conteneur puis lancer une grenade. C'est un peu trop. C'est ceux qui vont embarquer dans le côté ou ceux qui sont encore vivants puis tout ça. Puis dans le fond, on va y revoir dans le troisième film aussi. On fait juste comme les mettre hors d'état de nuire. Fait que ce qui nous laisse April puis Vern, ben eux autres, dans le fond, ils doivent aller chercher, juste aller fermer l'interrupteur, dans le fond, là, pour le portail, tout simplement, là, pour que eux autres, les tortues, réussissent à trouver une balise qui dans le fond, où que tout le technodrome est transféré là, où cette balise-là, puis dans le fond, eux autres, ils doivent prendre la balise puis la renvoyer dans le portail pour que le technodrome suive. Là. Puis eux autres, ils doivent fermer comme le portail par la suite de ça. Fait que c'est pas grand chose qui lui donne à faire, mais bon, est-ce qu'on aurait pu rajouter aussi Baxter Stockman là-dedans? Peut-être pas. Quelque part, là, il embarque là-dedans. Il y a Corail qu'on a vu là, dans les derniers films. J'avais lu quand j'ai lu mes choses là, dans 2014, c'est qu'on me disait qu'elle était beaucoup plus importante dans le film aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'elle est encore moins importante là, que dans le film de 2014. Peut-être quelque chose qu'on aurait fait avec elle là, dans un troisième film, mais en tout cas, honnêtement, là, je suis comme un petit peu déçu là, de ce personnage-là. Je pensais qu'elle avait vraiment une plus grosse partie. Peut-être qu'elle se pointe là, dans le combat pour empêcher là, April et Vern là, de se rendre à l'interrupteur. Honnêtement, je me rappelle pas là, de cette partie-là. Là. Honnêtement, là, à passer là, comme c'est comme eux autres, ils devaient se rendre là, puis c'est tout là, avec empêcher des foot, puis des affaires de même, puis probablement qu'elle se pointait là. Honnêtement, là, c'est tellement pas important là, que j'y pense pas vraiment. Là. Fait que les tortues versus Krang, ben Krang c'est ça, il a son côté robot, son corps robot, puis il va se. C'est essentiellement le même combat qu'on a eu avec le Shredder à la fin du premier film. Les tortues doivent trouver un peu leur utilité dans le combat. Donatello qui trouve la balise, puis que Michelangelo va chercher la balise, puis que il y a quand même encore un moment d'unité. Michelangelo pendant tout le film où il était souvent vu comme bon, c'est encore lui qui fait des niaiseries, lui il se fait pas prendre au sérieux, mais c'est lui qui se fait pogner par Krang, puis qui va se faire sauver ultimement. C'est comme bon, il l'aurait jamais laissé mourir, mais ça montre que quand même si des fois ils trouvent énervant, ils le prennent pas au sérieux, ben ils tiennent beaucoup aussi. C'est le côté familial aussi. C'est subtil, mais je trouve que c'est quand même efficace. Que vraiment c'est juste Michelangelo qui est en danger là, vraiment là, dans toutes les cartes dans le combat. Puis c'est ça, finalement ils vont réussir à vaincre Krang. Krang qui va être apporté dans le portail, puis dans le fond il va dire bon ben on va savoir, c'est vraiment
1987 en bout de ligne, c'est comme, bon, ben, vous m'avez battu cette semaine, ben, on va savoir la semaine prochaine là, pour une autre confrontation. C'est vraiment ça. Là. En bout de ligne, on a tout tassé tout le monde, puis c'est la semaine prochaine, ben, au prochain film, là, qu'on va avoir l'ultime confrontation. Puis c'est ça, à quelque part, on va pas mal clore le film assez rapidement. Pas comme un Transformers où ce que ça finit genre 10 secondes après. Là, on va avoir un peu des moments où ce que les tortues là, vont être apportées là, comme ils vont être honorés. Ils vont être. On veut leur donner le choix à ce qu'ils veulent être. Parce qu'en bout de ligne, le fait d'être honoré. Puis avoir un peu de visibilité, ben, peut-être qu'il pourrait un peu là, se fondre avec la population là, de New York. C'est sûr que ça sera pas facile. Mais si on met ça là, dans un côté de 1987, c'est sûr que c'est comme facile puis dire bon ben là, il pourrait se rendre n'importe où, tout ça. Je pense qu'on se cassera pas la tête. Je veux dire, c'est des grandes lignes, puis que je pense qu'ultimement, ça ferait ça plus simple. Mais comme que Raphaël dit à la toute fin, là, ben, il dit pourquoi être normal, pourquoi se fondre dans la normalité, ben, c'est beaucoup plus fun là, de pouvoir se distinguer puis être différent. Je trouve que c'est la belle manière là, de finir tout ça, là, cette petite aventure-là d'idées. Ça s'est résolu assez rapide, mais c'est ça. Je veux dire, pour finir le film là-dessus, là, je trouve que c'est parfait là-dedans. Là, en bout de ligne, on ferme un peu toutes les histoires où Vern est un peu à la même place, puis April et Casey Jones, qu'ils vont peut-être faire quelque chose éventuellement. Peut-être pareil comme dans le film de 90 aussi, que le prochain film va arriver puis qu'on n'aura plus de Casey Jones. Peut-être, je sais pas. Là, je sais pas s'il était signé pour une suite. D'après moi, on l'aurait ramené. Là, en tout cas, on verra bien, mais c'est ça. On finit avec une version revampée là, de la chanson là, de 1987. C'est vraiment le bon ton pour finir là-dessus. Honnêtement, on a eu tellement là, d'idées, puis on sent vraiment que c'est un épisode de 1987 juste en 1h50 au lieu de 22 minutes. Puis c'est correct. Je trouve que c'est vraiment une belle manière. Au travers de ça, ils mettent quand même là, la chanson là, de Vanilla Ice, là, Go Ninja Go, Ninja Go. Là, quelque part, le Ninja Rap. Puis c'est bien correct. Là, je trouve que c'est parfait comme tune de générique. Là. Puis avant là, de suivre là, avec le côté là, très très générique justement de Steve Jablonsky là, avec ses thèmes là, qu'il a écrits là, pour le film. Alors, le moment est venu de clore le film d'aujourd'hui, clore la rétrospective là, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Honnêtement, c'est un film que j'avais peur. Honnêtement, là, quand je l'ai recommencé, là, dans le fond, là, quand je l'ai écouté là, il y a quelques jours, puis en train de reprendre mes notes, tout ça, j'avais peur. Honnêtement, je savais que normalement je l'aimais plus que le film de 2014, mais j'avais peur que ça soit finalement là, comme des faux espoirs, ou que j'avais peut-être vu quelque chose autrement. Là. Pendant que je l'écoutais, je veux dire, il y a des affaires qui m'ont, que j'ai vraiment pas aimé. Là. J'ai parlé beaucoup de Shredder et de Casey Jones. C'est vraiment les deux affaires les plus négatives sur le film. Que j'aime vraiment pas leur casting. Puis je trouve ça plate, quelque part. Là, puis c'est deux acteurs que j'ai pas de problème avec eux autres, mais j'ai un problème avec eux autres dans le film aujourd'hui. C'est vraiment plate. Je trouve qu'ils ont mal été choisis. Mais c'est quasiment la seule affaire que je peux vraiment reprocher au film. Honnêtement, je pense que c'est un des films que je me suis plus amusé à écouter là, dans toute la franchise. J'ai vu beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'amour qui était apporté là, de tout. On a regardé un peu des choses dans la franchise. Oui, je trouve ça plate comment que ça finit avec le Shredder, avec Corail, en bout de ligne, comme je l'ai dit, je m'en rappelle même pas. Puis, beaucoup de
Même avec Baxter Stockman, que finalement, il est dans le fond aussi, il est mis dans le garde-robe pour sortir au prochain film. Ça, je trouve ça vraiment plate, mais le fait qu'on apporte Krang, qu'on apporte Bebop et Rocksteady, puis tout, dans le fond, c'est ça que j'ai dit, toute la franchise en bout de ligne. Qu'est-ce qui me fait soutenir vraiment le film puis que je m'amuse beaucoup, c'est les tortues. Honnêtement, là, c'est encore une fois, c'est les tortues qui sauvent tout le film. C'est vraiment leur côté, là, de toutes leurs relations entre eux autres. C'est vraiment beaucoup ça que j'aime de la franchise. Puis là, je m'en rends compte beaucoup. C'est pas vraiment l'histoire, c'est vraiment les 4 tortues, la manière qu'ils sont apportées. C'est vraiment ça que j'aime. Puis le fait qu'on a enlevé aussi toutes les jokes de pet qu'il y avait dans le film de 2014, oui, il y a une joke de tout ça, mais c'est apporté par, je pense que c'est Rocksteady, quelque part, qui va lâcher une odeur nauséabonde là, envers Bebop, ou c'est l'inverse peut-être, là, mais c'est... ça va bien pour Bebop et Rocksteady. Puis, c'est le côté là, de juste des blagues enfantins. C'est comme un peu comme tassé, même si c'est un film qui est plus peut-être enfantin, mais ça va chercher tellement le ton des Tortues Ninja dans le film aujourd'hui. Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir vu ce film-là. Puis je me demande pourquoi je ne l'ai pas réécouté plus souvent. Là. Honnêtement, c'est vraiment, là, il est largement supérieur au film de 2014. Puis que j'avais déjà endossé. Fait que, je veux dire, c'est un des films des Tortues là, qui est probablement là, quasiment le plus parfait. C'est dommage que, dans le fond, qu'il n'y a pas eu la réception qu'il méritait. Puis ça, je pense que c'est à cause du film de 2014, mais... c'est ça. En tout cas, je reviens à ça là, dans 2-3 minutes. Je vais parler là, de mon ranking, dans le fond, là, de toute la manière là, que je vais classer là, les 10 films que j'ai couverts là, dans toute la rétrospective. Ultimement, je peux pas passer à côté là, du... je vais faire ça à l'inverse. Dans le fond, là, ça me semble que ça serait trop simple là, de juste prendre ça là, du meilleur au pire. Là. On va y aller là. Ultimement, le film là, de 2022, Teenage Mutant Rise, qui est tout simplement pas pour moi. C'est vraiment juste comme une version des Turtles qui n'est pas pour moi. C'est tout simplement ça. C'est plate, mais c'est ça. En deuxième place, déjà là, on tombe dans quelque chose là. Je pense que j'avais donné un rouge à Rise, mais là, on tombe dans un rouge jaune là, avec Tortue Ninja 3. Qui est c'est pas un film parfait. Je veux dire, j'aime les tortues encore dans ce film-là. C'est ça qui me fait passer au travers du film. L'histoire, tout un peu, les costumes sont vraiment horribles, mais honnêtement, les tortues dans ce film-là me font passer au travers du film, puis c'est vraiment quelque chose que je renie pas. Honnêtement, je sais qu'il est pas aimé, mais déjà là, je suis comme un peu dans le jaune, puis déjà pas mal, là. Après ça, Batman vs. The Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était vraiment une adaptation plus ou moins correcte là, de la BD. Puis, je pense qu'il y avait un potentiel pour plus, mais bon, je sais ce que c'est. Après ça, on est en territoire jaune. Juste limite vert, on a le film là, de 2014, là, le premier film de Michael Bay, qui, c'est correct. Je veux dire, c'est un film que j'ai appris à beaucoup plus aimer là, avec le temps, puis peut-être avec la poussière qui est retombée. Puis là, ça va être le choc. Tortue Ninja 2 de 1991, il tombe là. C'est ça. Je veux dire, il tombe en 6e place. C'est un choc, je sais. Mais tout ce qui va arriver après va être supérieur. Le film, je pense que c'est vraiment le dernier acte, dans le fond. Puis l'affront du Shredder à la toute fin qui tombe tellement à plat là, dans le film de 91. Oui, l'atmosphère est là. Mais dans le fond, ils ont repris qu'est-ce qu'il était là dans le premier film. Puis, honnêtement, c'est un peu... il est largement inférieur au premier film. Après ça,
autant que ça me fait mal aussi, ben Turtles Forever, c'est tellement un très bel hommage. Mais tu sais, on est déjà tu sais, on est en train de vraiment de jouer avec des cheveux. Honnêtement, là, c'est comme vraiment des cheveux. Là. C'est la différence entre quel qui est meilleur puis tout ça. Mais tu sais, je pense que la seule affaire là, c'est parce qu'il faut enlever la nostalgie en mettant ça, là, tout simplement, là, pour le classer. Si on enlève le côté nostalgie, ben c'est là peut-être qu'il va perdre un petit peu là, ses pattes là, pour le film de Turtles Forever. Mais si on le rajoute en côté le nostalgie, tout ça, ben il est clairement là, il serait plus haut dans le classement, mais une fois qu'on a vu la nostalgie, c'est tout le temps ça. Une fois que la nostalgie est enlevée, ben là quand on regarde le film, ben c'est toujours un petit peu moins. Une fois qu'elle est passée, ben le produit là, diminue. Là. Fait que c'est ça beaucoup qui est reproché au film d'aujourd'hui. Dans les films d'aujourd'hui, pas le film d'aujourd'hui. Tu sais, comme qu'on parle, là, comme le monde arrive et disent, bon, ben, Halloween 2018 est tellement hot parce qu'il, je veux dire, il rappelle beaucoup d'affaires des derniers films, des affaires de même, mais ça vaut pour la première écoute. Mais quand t'es rendu au deuxième, troisième, quatrième écoute, pourquoi que le film devient très drap? Ben, c'est pour ça, le côté nostalgie est parti, puis là, on voit juste le film pour qu'est-ce qu'il est, puis finalement, on se rend compte que c'est pas plus que ça, puis c'est pour ça que, dans le fond, je pense que j'aime mieux Halloween Ends, mais bon, en tout cas, c'est une autre discussion, là. Mais c'est ça, hein, par la suite de ça, on a Tortue 2007 qui l'histoire est so-so, mais j'aimais beaucoup encore une fois les Tortues, je trouve que c'était beaucoup plus puissant là-dedans, mais ça valait pas ce qui est en troisième partie, qui est le Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, qui est le film le plus récent, qui apportait vraiment un côté là, tu sais, si Out of the Shadows, je disais qu'il apportait peut-être plus le côté adolescent au conflit, des affaires de même. Peut-être que le Mutant Mayhem faisait ça un peu mieux. Mais c'est le côté animé, bien sûr, que tu sais, bon, ça vaut pas un live action d'un côté, là. Mais c'est que vraiment, c'est vraiment un des meilleurs films des Tortues, pareil. En deuxième place, ben, on a le film d'aujourd'hui. Honnêtement, je le place. Je pensais qu'il allait être placé juste en haut du film de 2014, qu'il allait être en sixième place plutôt, là. Mais tu sais, honnêtement, quand je l'ai fini, là, je me suis dit, non, c'est clairement là, un film là, qui est vraiment là, pas parfait, mais c'est le film, je pense, ultime des Tortues. Qu'est-ce qu'on demandait en 1990? C'était ça, là. Sinon, ben, bien sûr, en première place, c'est le film de 1990 qui, bon, il n'y a pas. Je sais pas, je vais dire que je vais enlever même la nostalgie. Honnêtement, tout a apporté tout le côté technique, tout ce qu'on a apporté là, dans le film de 90. Il y a du cœur, il y a beaucoup en 90 où ce qu'on n'était pas trop, tu sais, comme Batman a pris beaucoup de liberté en 89, puis tu sais, c'est un peu pas mal là, dans la même similitude là, pour le film là, de 90 où ce que, tu sais, on prend des affaires, des éléments où tu sais, on joue pas avec. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec l'internet, on ouvre la page Wikipédia, puis on regarde tout ce qui est là en historique, puis on prend des notes, puis on fait un film là, avec toutes ces idées-là en tête. Mais en 1990, ça a essayé d'apporter. Souvent, tu sais, il y a des films que je couvre où ce que les réalisateurs qui arrivent dans un film, ils doivent, par eux autres mêmes, essayer de s'informer sur une telle propriété. Les compagnies de production en ont rien à foutre. Eux autres, ils veulent un film, c'est tout, puis que le réalisateur connaît le matériel ou pas, ils s'en foutent généralement. Surtout dans cette époque-là. Puis le fait qu'on a apporté le film qui était quand même assez fidèle à la version BD de 1984, puis tout ça ensemble, tout le travail, tout les combats, tout ça ensemble, la manière que le film est arrivé, ben tu sais, le place en première partie, je peux pas dire que oui, peut-être ça rétracte un peu ce que j'ai dit un peu tantôt là, avec Turtles Forever, d'enlever la nostalgie, mais même si on enlève la nostalgie, ça reste que le premier film, je pense que ça reste quand même le meilleur de la franchise, mais
sont quasiment tous sur les 10 films. J'en ai 7 qui ont des verres. Je peux pas. Puis c'est tout par un cheveu. Là. C'est comme. Je pense pas qu'il y a un film là-dedans où je vais dire que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Il y en a aucun qui vont. Là, j'ai couvert beaucoup de films là, dans ces derniers mois où je dis que des fois, il y a des films qui sont très très solides, tout ça. Interstellaire ou des films là, que je veux dire qui vont me chercher émotivement, qui vont me chercher au cœur, tout ça. C'est pas des. C'est des bons vers, tout simplement. Il n'y a pas de vers supérieur. Ça, je veux juste être clair avec ça. Il n'y a pas de films là, qui vont me chercher autant que mettons, Beverly Hills Cop l'année passée. C'est des films que j'aime beaucoup, mais que quelque part qui vont me chercher dans l'âme, tout ça. C'est peut-être que je suis pas là encore, mais ce que j'ai aimé beaucoup là, dans toute mon aventure là, du dernier mois avec les Tortues Ninja, c'est de rembarquer pareil dans cet univers-là. Puis je me rendais compte pareil que même, je parle de Beverly Hills Cop, que ça allait me rechercher quelque chose en moi que j'avais comme quasiment oublié. Les Tortues, c'est ça, t'as tout découvert cet univers-là. Comment que, je veux dire, là, je suis rendu triste quand même qu'il n'y a pas un autre film. J'ai comme tellement embarqué, puis que j'ai comme un intérêt à voir un nouveau film, puis de savoir qu'il n'y a pas de nouveau film en ce moment, qu'il n'y a pas de suite là-dessus. Tout de suite, on parle de Last Ronin, mais c'est toujours en pré-développement. Est-ce que ça va tourner finalement... c'est ce qu'on n'aura jamais le jour de ça. C'est encore une forte possibilité. Il y a tellement il y a beaucoup d'affaires sur les tortues qui sont développées. On a la série le Tales of the Mutant Ninja Turtles que je vais peut-être écouter honnêtement. Je vais peut-être au moins pour juste me garder un peu là, ma fin là, jusqu'au prochain film, parce s'il annonce un nouveau film animé, tout ça. Mais j'ai peur qu'avec la réception du film là, d'aujourd'hui, là, que dans le fond, qui a été fait sur un budget là, de 135 millions et qui a rapporté là, 245 millions, puis dans le fond, c'est avec tout le marketing, tout ça, qui est tombé en dessous. Là. Fait que, tu sais, c'est comme plate un peu, puis honnêtement, c'était le film ultime là, des Tortues Ninja, puis que ça a tombé en dessous. C'est vraiment la faute là, du film de 2014, mais il aurait dû relancer, honnêtement, pour faire un troisième film. Ça aurait peut-être fait un peu une version 2 là, du film d'aujourd'hui, mais bon. Je trouve ça triste. Honnêtement, là, je pense que j'aurais aimé ça au moins conclure, avoir une fin. Tu sais, le film de Tortue Ninja 3 là, de 93 n'est pas vraiment une fin pour les tortues, mais il peut quand même agir comme un côté là, de finalité. C'est comme au moins une trilogie. Il y a comme une sorte de fin pareille. Tu sais, où ce que même à la fin, Michelangelo il décide qu'il veut rester avec ses frères au lieu. Tu sais, il y a comme une idée au pire qui clôt tout ensemble. Mais ça, comme le film d'aujourd'hui, oui, il tient tout seul. Est-ce que ça aurait fini en trilogie? Je le sais pas. Mais tu sais, honnêtement, j'aurais aimé ça avoir une fin. Puis tu sais, honnêtement, je pense qu'on aurait trouvé une fin, une manière de fermer ça, un peu comme Transformers. Tu sais, on aurait fait 1, 2, 3, puis avoir une fin, puis au pire avec une ouverture, que peut-être qu'on pourra faire un 4e éventuellement. Mais on n'a pas ça, puis on n'aura jamais ça. Là. Puis je trouve ça vraiment dommage. Honnêtement, je trouve qu'on avait peut-être un peu réussi à aller retrouver qu'est-ce qu'on cherchait. Mais c'est ça. T'sais, honnêtement, qu'est-ce que les tortues veulent? Je pense qu'ils veulent, les fans de tortues, je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Je pense qu'ils veulent aller chercher quelque chose plus avec le film, avec les cartoons de 87. Et non les bandes dessinées originales de 84. Mais bon, c'est honnêtement, avec tout ce que j'ai vu là, dans les dernières semaines, de voir toutes les moutures différentes des tortues, je suis ouvert à beaucoup d'affaires. J'ai plus vraiment juste le 87 dans la tête. Probablement que je vais essayer. Je pense, pour être honnête avec moi-même, je pense pas écouter toute la série de 2003, mais je vais avoir une ouverture d'esprit. De peut-être regarder quelques épisodes quand même un peu, puis de probablement continuer à lire un peu là, les BD. Là. Je veux dire, je me suis embarqué dedans, puis j'ai continué à lire là, dernièrement, même si j'avais plus besoin. Là, c'était un peu pour me garder un peu dans l'univers pareil, mais
Je suis quand même curieux de savoir comment au moins toute cette BD-là va finir comme toute la run là, originale. Mais c'est ça en tant que tel. Là. Fait que là-dessus, on devait avoir Shredder, Krang, Stockman qui reviennent. Stockman devait finalement devenir la mouche là, qu'on connaît beaucoup là, de la série là, de 87. Je sais pas s'il devient le même là, dans la BD. Je suis pas rendu là, dans mes histoires de BD pour l'instant, mais c'est ça qu'en tout cas, qui était peut-être prévu, mais bon, c'est ça, avec des réécritures, des affaires de même, là, c'est juste comme en idée, c'était ça, mais c'est tout, là. Fait que c'est ça pour ça, en bout de ligne, là, pour toute la rétrospective de Teenage Mutant Ninja Turtles. J'espère vraiment que vous avez aimé, puis que vous avez écouté au moins une couple de films au travers avec moi, puis que vous avez vraiment apprécié là, toute la rétrospective là, de qu'est-ce que j'ai fait là, au courant là, des 5 dernières semaines. Pour moi, c'est ça. Je veux pas me répéter, mais je veux dire, j'ai vraiment eu un shell of a good time, on peut dire. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié là, faire cette rétrospective-là. Fait que c'est ça, là. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer un peu dans les monstres. Dans le fond, je vais avoir Christophe qui va arriver au podcast. Ça fait longtemps qu'on parlait là, de Godzilla Minus One, de devoir le faire. C'est là qu'on va le faire la semaine prochaine. On va parler de ce film-là que j'ai pas encore vu. Ça va être mon premier. Je l'ai comme gardé. Je l'ai acheté en Blu-ray. Puis je l'ai gardé de côté. Je pense qu'il est disponible sur Netflix. Mais je pense qu'il y a une couple de documentaires là, sur le Blu-ray. Fait que je vais regarder ça un peu. Je pense qu'il y a peut-être même un commentaire traduit. Quelque chose de même. Là. En tout cas, je vais tout checker ça. Mais ça va être ça, Godzilla Minus One. Puis qu'est-ce qui va suivre dans les prochaines semaines? J'ai décidé d'enlever là, toute ma rétrospective là, de 28 Days Later. Je vais enlever ça parce qu'il aurait fallu que je fasse ce film-là tout séparé, puis pas tout ensuite là, avec le nouveau film. Fait que je vais garder ça plus pour peut-être un peu plus tard, quand le deuxième va sortir. Là, je pense que c'est une nouvelle trilogie qu'ils vont faire, fait que ça va peut-être être pour le deuxième film ou pour le troisième. En tout cas, je vais voir ça va être plus tard. Puis je vais trouver un trou là, parce qu'on devait avoir le premier film là, dans 2 semaines, mais c'est ça. En tant que tel, je vais avoir toute la rétrospective là, de Destination Ultime que je vais faire, mais dans 2 semaines, c'est ça. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui, vos commentaires, votre ranking dans tout ça. Je comprends que vous n'avez peut-être pas écouté tous les films que j'ai couverts, ça je peux très bien le comprendre. Quoique j'aimerais bien ça, savoir que vous avez suivi une coupe au travers de ça. Mais laissez votre ranking sur les 10 films, même les séries, quelles qui sont les meilleures séries dans tout l'univers des Ninja Turtles. Qu'est-ce que le film aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qui est allé à gauche quand vous auriez espéré qu'il y ait à droite? Des affaires de même. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas, go Ninja, go Ninja, go! Mikey, it's a trap. A pizza with that variety of cheese is a culinary impossibility. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Gosh, I do hope there's more of them. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Ninja is a master of himself and his environment. So don't forget, we're turtles. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. They were my childhood pets, and they were named after Italian Renaissance painters. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Anyway, enough of this camaraderie. Then we get together and bust some skulls. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Wise man say, forgiveness is divine, but never pay full price for late pizza. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour 1 ou
25$ pour 3 films non franchisés, disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat. Le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Fight, fight, kitchen, kitchen. Yeah. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, dudes, I'd say that's pretty much a wrap. Yep. Cowabunga? Cowabunga. Yeah.